Entamoeba histolytica qui est la seule pathogène, une seule qui se retrouve au niveau de la bouche. Et déjà, le nom indique, donc le nom de l'espèce indique qu'elle est retrouvée au niveau de la bouche et on l'appelle Entamoeba gingivalis. Donc, la classification, donc vous avez déjà vu pour le premier cours comment on peut classer. Donc, on les classe pour les parasites, on les classe en deux embranchements. Donc, le premier embranchement, c'est les protozoaires. Et les protozoaires comprennent 4 classes, ce que vous avez déjà fait pour le premier cours. Donc, c'est 4 classes. Parmi ces classes, on a la classe des rhizopodes. Donc, les rhizopodes, c'est-à-dire que c'est des êtres vivants unicellulaires et qui se déplacent à l'aide de prolongements cytoplasmiques, on les appelle pseudopodes. Donc, dans cette classe, vous n'avez que les amibes. Donc, vous n'avez pas trouvé autre chose. Donc, elles appartiennent à la classe des rhizopodes, l'ordre des Amibida et la famille des Entamoebidae. D'accord? Et les 3 genres qu'on a déjà discutés, donc vous avez 3 genres pour les amibes, Entamoeba, le genre Iodomeba qu'on appelle aussi Pseudolimax, et vous avez le 3e genre qui est Endolimax. Donc Endolimax, Entamoeba, Iodomeba ou bien Pseudolimax et Endolimax. Donc, chaque genre, vous allez trouver des espèces. C'est le premier genre où on va trouver plusieurs espèces. Les deux genres, donc les deux derniers genres, Pseudolimax et Endolimax, on va trouver une seule espèce. Donc, comment on peut les retrouver? On a dit que c'est des micro-organismes unicellulaires et la forme, donc si on dit régulière, et beaucoup plus, on va parler des kystes. Donc, pour les formes végétatives, elles sont irrégulières. Pourquoi? Parce qu'elles sont mobiles et elles émettent des pseudopodes. Donc, le déplacement se fait par les pseudopodes. Vous avez un cytoplasme à l'intérieur qui peut être, donc la plupart du temps, il est granuleux. Et par quelques espèces, vous allez trouver donc une différence. Donc, divisé, si on dit divisé, donc il y a une différence. Vous avez un endoplasme et un ectoplasme. Endoplasme, c'est-à-dire vous allez avoir donc à l'intérieur de la cellule, donc vous avez la granulation et vous avez un liseré qui va être libre où on ne va pas trouver donc de granulation, on l'appelle l'ectoplasme. D'accord? On va vous montrer après donc l'image pour différencier entre l'endoplasme et l'ectoplasme. Donc le noyau, donc cette structure qui va nous donner après donc la différenciation des espèces. Donc elle varie d'une espèce à l'autre. C'est à partir de la structure de ce noyau qu'on va dire donc le type ou bien l'espèce de quoi il s'agit. Donc vous avez donc qui permet, on a dit donc l'identification. Vous avez donc le noyau. Voilà, donc ça c'est le noyau. Ça c'est un exemple parce que vous ne trouvez pas donc la plupart comme ça. Donc ça c'est l'exemple d'Entamoeba histolytica. Donc il faut se baser sur donc la chromatine ici, comment elle est, d'accord? Donc si elle est au niveau du centre donc du noyau, ou bien elle peut être répartie sur la membrane nucléaire. Ici, vous avez l'exemple d'Entamoeba histolytica. Vous allez trouver un caryosome central, donc c'est de la chromatine, et vous allez trouver donc un amas de chromatine qui va être réparti sur la membrane nucléaire. On va vous montrer après donc chaque espèce. Donc vous avez là les amibes, on va les retrouver sous 2 formes. Donc vous avez la forme végétative, donc on parle de forme végétative, ou bien trophozoïde. Si on dit le trophozoïde, comment il est, c'est-à-dire qu'on va parler de la forme végétative, d'accord? Et vous avez la forme kystique, donc 2 formes, forme végétative et forme kystique. Donc la forme végétative ou bien le trophozoïde, vous avez le contour qui est irrégulier à cause de la prolongation de son cytoplasme qui va vous donner les pseudopodes qui facilitent la mobilité de ce parasite. Donc, il va se nourrir, d'accord? Donc, ce parasite qui est mobile peut se nourrir par des vacuoles qu'on les appelle les vacuoles donc phagocytaires qui vont phagocyter donc ce qui se retrouve
au niveau du côlon pour la nourriture. La forme kystique, on l'appelle la forme de résistance et la forme de dissémination, donc de contamination de l'environnement. Donc, c'est la forme contaminante et la forme de résistance, c'est-à-dire elle va laisser la pérennité de l'espèce. Donc, cette dernière, si on dit kyste, donc il est immobile, il va pas bouger, pas de pseudopode. Donc, la forme, elle est régulière, contrairement à la forme végétative. Donc, la membrane de ce dernier, elle est épaisse donc, par rapport à la membrane de la forme végétative. Donc, elle est très épaisse et elle est réfringente. Si on parle de réfringent, donc vous allez voir, Inch'Allah, si on va faire des TP, vous allez voir donc la forme, comment elle est réfringente. Si on voit au niveau du microscope, vous allez voir au niveau de la paroi donc, du parasite, une paroi qui est lumineuse. C'est pour ça qu'on dit réfringente. Maintenant, le cytoplasme, au contraire de la forme végétative, on a dit, c'est un cytoplasme granuleux, plein de granulation. Ce dernier, pour le kyste, il est hyalin, c'est-à-dire hyalin, pas de granulation. La première, elle se nourrit et la deuxième ne se nourrit pas. Donc, elle ne va pas se nourrir, donc elle reste comme forme de résistance et de dissémination dans l'environnement. Voilà donc l'image, ce que je vous ai parlé donc de ectoplasme et endoplasme. Vous avez, ici vous avez la limite entre endoplasme et ectoplasme. Vous avez ici ce qui est en pointillé et à l'intérieur c'est l'endoplasme. Ce qui est ici, donc plus proche de la membrane cytoplasmique, c'est l'ectoplasme. Donc là, l'endoplasme granuleux, l'ectoplasme hyalin. Et vous avez des vacuoles qui phagocytent après les bactéries pour la nourriture. Vous avez le noyau ici. Donc, pour le kyste, regardez la paroi. Si on va la comparer avec celle de la forme végétative, ici c'est une membrane mince, ici c'est une membrane épaisse. Donc, des doublés avec donc, la présence des noyaux à l'intérieur. Donc, ici, après, on va voir donc, chaque espèce, comment le kyste il se retrouve. On va commencer par la seule forme pathogène. On a parlé déjà, donc c'est Entamoeba histolytica. Maintenant, vous voyez qu'il y a trois formes. Donc, c'est la seule espèce qui a trois formes. Donc, vous pouvez voir, donc, on a dit donc deux formes, une forme végétative et une forme kystique. Maintenant, vous trouvez donc qu'il y a trois formes. Trois formes, mais on reste toujours dans les formes végétatives. Forme végétative et forme kystique. Pour Entamoeba histolytica, elle a deux formes végétatives. Donc, la différence, c'est que la présence de formes végétatives, vous avez deux formes. Et ces deux formes, on va les voir après. C'est en fonction de ces deux formes, on va voir s'il y a présence de la maladie ou bien de l'infestation. Donc, la première forme qu'on appelle Entamoeba histolytica. D'accord? Entamoeba histolytica. Donc, celle-là, c'est celle qu'on appelle aussi la forme végétative invasive. C'est la forme végétative invasive. Si on dit invasive, c'est-à-dire qu'elle va détruire les tissus. Donc, c'est celle-là qui est la responsable de la maladie. Donc, elle est hématophage. Si on dit elle détruit les tissus, donc elle va faire saigner les tissus et donc elle se nourrit de sang. Donc, elle est hématophage. On va la retrouver, si on veut rechercher cette forme, on va la retrouver au niveau des glaires sanguinolentes. Les glaires qui vont être extériorisées du corps avec les selles. D'accord? Donc, à la place des selles, donc, au lieu de que le sujet va émettre des selles, on va trouver, donc, il est malade, il a la forme invasive, donc, il va donner des glaires sanguinolentes. C'est au niveau de ces glaires qu'on va donc rechercher la forme hématophage qui est Entamoeba histolytica. Donc, chez les malades atteints d'amébiose aiguë. Donc, la taille, elle est plus grande, donc elle peut aller jusqu'à 40 microns de diamètre. Maintenant, celle-là, elle a une différence, d'accord? C'est celle où on va trouver la différence entre l'ectoplasme et l'endoplasme. Donc, cytoplasme, au niveau de cytoplasme, on va voir qu'il y a une différence. Voilà donc
ce qui est schématique. Donc là, la forme en bleu, c'est la forme retrouvée au niveau des selles. Là, vers le bas, donc cette forme, c'est schématique seulement. D'accord? Donc, vous avez un noyau bien arrondi. Ici, on va vous donner le détail des noyaux de chaque espèce. Donc, le noyau d'Entamoeba histolytica, en général, donc Entamoeba histolytica, on ne va pas parler de forme végétative ou forme kystique, on va trouver le même type de noyau pour Entamoeba histolytica. On va prendre en compte la forme, d'accord? Donc, vous avez un noyau qui a un caryosome central. Regardez au niveau schématique, vous avez un petit point au centre. Donc, c'est de la chromatine qui va s'agglomérer au centre sous forme d'un petit point. Donc, c'est un penctiforme. Donc, on dit caryosome central penctiforme. Donc, sous forme de point. Avec une chromatine qui est répartie sur la membrane nucléaire, donc de façon régulière. Donc, une chromatine répartie sur la membrane nucléaire de façon régulière. Donc, regardez ici, donc ce qui est en noir, c'est la chromatine, avec ici au centre un noyau, un caryosome penctiforme. Donc, si on dit noyau, un caryosome central penctiforme et une chromatine fine et régulière, donc c'est le noyau caractéristique d'Entamoeba histolytica en général. Donc, on ne dit pas histolytica, histolytica. Donc, ce qui caractérise Entamoeba histolytica, histolytica, des autres formes d'Entamoeba histolytica, c'est la présence ici, donc ce qui est en noir, c'est les hématies, donc les globules rouges. On a dit elle est hématophage. Donc, si elle est hématophage, elle va se nourrir de sang. Donc, à l'intérieur de son cytoplasme, on va trouver des globules rouges phagocytés. Donc, hématies phagocytées. Ici, vous trouvez en noir, ça c'est les hématies phagocytées. Donc, hématies phagocytées. Ici, c'est le noyau. Donc, hématies phagocytées au niveau du cytoplasme. Ici, c'est un pseudopode. D'accord? Donc, vous voyez ici, ça c'est les prolongations, donc les pseudopodes pour qu'elles soient mobiles. Donc, ce que j'ai mentionné en rouge, j'ai dit c'est la forme. Donc, cette forme végétative ne s'enkyste jamais. C'est-à-dire ne s'enkyste jamais. Elle ne va pas se transformer en kyste. D'accord? Mais par le contraire, elle se transforme donc à la deuxième forme végétative. On a dit vous avez deux formes végétatives, Entamoeba histolytica type histolytica, qui ne s'enkyste jamais, mais se transforme en deuxième forme végétative, c'est la forme Entamoeba histolytica type minuta. Type minuta. Si vous avez des questions et vous ne pouvez pas comprendre, il faut les dire. Il faut les déposer. Voilà, donc deuxième forme végétative pour Entamoeba histolytica, c'est Entamoeba histolytica type minuta. Donc type minuta. Donc celle-là, on ne va pas la retrouver chez les sujets malades à la phase aiguë. D'accord? C'est en dehors des formes aiguës qu'on va la retrouver. Donc la plupart du temps, on va la retrouver chez les porteurs asymptomatiques. Donc c'est un sujet porteur qui n'a pas de symptômes, mais qui a le parasite à l'intérieur de son corps et qui peut être donc la source de contamination de l'environnement. Donc, on dit porteurs asymptomatiques ou bien les convalescents, c'est-à-dire les sujets qui ont déjà fait la forme aiguë, donc ils avaient donc à la fois la forme végétative hématophage et après, donc sous traitement, donc c'est la période de convalescence qu'on ne va pas trouver donc la forme végétative invasive, on va trouver la forme minuta. Donc celle-là, elle est plus ramassée, donc plus petite, donc elle fait la moitié de la première, donc jusqu'à 20 microns. On a dit la première, elle est à 40 microns, la deuxième, c'est jusqu'à 20 microns. Et elle est plus arrondie. Le noyau, on a dit déjà, donc c'est le noyau de l'espèce. Donc si on dit espèce, c'est-à-dire Entamoeba histolytica. Si on va prendre le type, la différence, ça sera la taille, la présence ou l'absence donc, de globules rouges phagocytés et donc le cytoplasme, est-ce qu'il est donc différencié ou pas. Mais le noyau, c'est le même, d'accord? Il dit même noyau, donc caryosome central penctiforme et une chromatine régulièrement répartie sur la membrane cytoplasmique. Donc maintenant, au niveau de son cytoplasme, on ne va pas trouver donc des massifs phagocytés, d'accord? Pas des massifs phagocytés. Des fois, vous trouvez donc des vacuoles.
qui sont nutritifs. Donc, des vacuoles qui phagocytent les bactéries pour la nutrition de la plante. Donc, celle-là, cette forme, c'est l'intermédiaire entre le kyste et la forme végétative invasive. C'est-à-dire, soit se transforme sous certains facteurs en forme invasive, forme Entamoeba histolytica histolytica, ou bien elle s'enkyste à la fin pour donner le kyste qui va continuer donc la contamination d'autres personnes et aussi de l'environnement. Kyste qui est vraiment bien arrondi, on dit en pièces de monnaie, donc c'est une forme très arrondie, et il ne dépasse pas les 15 microns. On a parlé déjà donc au début que les kystes, ils ont une paroi dédoublée, donc elle est double épaisse et réfringente. Réfringente, c'est-à-dire elles prennent de la lumière au microscope. Donc, un kyste mature, à maturité pour Entamoeba histolytica, vous trouvez 4 noyaux. Donc, vous avez 4 noyaux à maturité du même type. Si on dit du même type, c'est-à-dire un caryosome central punctiforme et une chromatine bien répartie sur la membrane, la membrane nucléaire. Parfois, on peut trouver donc, des corps sidérophiles. Donc, les corps sidérophiles, on les appelle aussi les cristalloïdes. Donc, ces cristalloïdes, on va les retrouver sous forme de saucisse. D'accord? Forme de saucisse. Ici, vous avez, donc, je vous ai montré 4 types de kystes. Vous avez un seul noyau avec une grosse vacuole. Ici, vous avez 2 noyaux avec vacuole. Et ici, vous avez 4 noyaux. Et ici, vous avez 4 noyaux avec le cristalloïde. Donc, un noyau, 2 noyaux, 3 noyaux et présence de vacuole, c'est des kystes immatures. Donc, kystes immatures. On a parlé donc de kyste d'Entamoeba histolytica à maturité. Il doit contenir 4 noyaux. Donc, 4 noyaux avec un noyau du même type qui est un caryosome central punctiforme et une chromatine bien régulièrement répartie sur la membrane nucléaire. On a dit, parfois on peut trouver le cristalloïde, parfois on ne peut pas trouver. Donc, vous avez 2 exemples ici. Un kyste mature sans cristalloïde et un kyste mature avec cristalloïde. Et ces corps sidérophiles, on a dit pour Entamoeba histolytica, vous avez la forme de saucisse. Voilà, donc ça, c'est sous microscope qu'on peut voir. Vous avez ici un kyste immature à 2 noyaux. Donc, un caryosome central, punctiforme et une chromatine régulièrement répartie. Ça, c'est ici, c'est après coloration. Regardez ce que vous voyez comme si je vous ai dit donc réfringente. Donc ça, c'est la membrane réfringente. Sous microscope, vous voyez, c'est comme de la lumière. Ici, c'est après coloration. D'accord? Vous avez donc les noyaux. Donc le petit point au centre et là, donc qui est le caryosome central et la répartition de la membrane nucléaire. Pardon, la répartition de la chromatine sur la membrane nucléaire. Donc, les autres amibes qui ne sont pas pathogènes, d'accord, et qui appartiennent donc au genre Entamoeba, vous avez Entamoeba dispar, Hartmanni et Pollecki, d'accord. Ces dernières, elles ont la même morphologie qu'Entamoeba histolytica. Donc, la même morphologie qu'Entamoeba histolytica. Mais non hématophages, c'est-à-dire ils ont 2 formes. Une forme végétative qui simule la forme minuta et une forme kystique. D'accord? Donc, c'est presque la même chose que Entamoeba histolytica, mais sans forme hématophage. D'accord? Sans forme hématophage. Donc, cette espèce qu'on appelle aussi Entamoeba, elle est du genre Endolimax, Entamoeba, donc du genre Entamoeba, mais c'est Entamoeba coli. Donc là, les 3 dernières qu'on a déjà parlé, elles simulent Entamoeba histolytica. Celle-là, elle ne la simule pas. Elle est du même genre, mais on va voir la différence. Donc, vous avez Entamoeba coli, qui est aussi donc une amibe à 2 formes. Vous avez la forme kystique et la forme végétative. Donc, on va parler maintenant de son trophozoïde ou bien de sa forme végétative. Même taille que Entamoeba histolytica, donc vous avez jusqu'à 40 microns. Vous avez son cytoplasme qui est granuleux, donc pas de différence entre ecto et endoplasme.
vous avez donc la granulation qui prend presque la totalité de la cellule et vous avez des vacuoles nutritifs à l'intérieur. Maintenant, le noyau, qu'est-ce qu'il y a de différence entre Entamoeba histolytica et Entamoeba coli? Donc, on a parlé donc de caryosome central pour Entamoeba histolytica. Maintenant, le caryosome, il est excentré. Regardez la position du caryosome. Donc là, le caryosome, il est excentré, donc il est plus près de la membrane nucléaire, donc vers l'extérieur, il n'est pas central. Donc un caryosome excentré et la chromatine qui est périphérique, c'est-à-dire au niveau de la membrane nucléaire, elle est irrégulièrement répartie. La première, on a dit caryosome central, chromatine régulièrement répartie. Celle-là, c'est chromatine irrégulièrement répartie avec un caryosome excentré. Elle se déplace de façon lente par de courts pseudopodes. Donc, elle va émettre, elle va donner des courts pseudopodes et sa mobilité, elle est lente. Alors, je reviens. Je m'excuse, je m'arrête pour l'enregistrement. Je vais voir si ça commence ou pas. Normalement, il a démarré. Donc, l'enregistrement est en cours. Il faut vérifier. Donc, on continue. Donc, vous avez, celle-là, c'est la forme végétative ou bien le trophozoïde, toujours d'Entamoeba coli. Donc, le kyste d'Entamoeba coli, il est aussi caractéristique. Donc, le noyau, il est du même type, d'accord? Donc, vous avez un noyau avec un caryosome excentré, une chromatine irrégulièrement répartie sur la membrane nucléaire et la paroi, ou bien, donc la paroi du parasite, elle est aussi réfringente. C'est bon? Je m'excuse, d'accord? Donc, vous avez le kyste. Vers le haut, c'est schématique. Et vers le bas, c'est de vrais kystes, d'accord? Ici, c'est à l'état frais, sans coloration. Ici, c'est avec coloration. Je vais vous montrer après. Je vous en prie. D'accord? Donc, le kyste, on a parlé. Donc, celui-là, c'est le plus gros kyste. D'accord? C'est le plus grand des kystes d'amibe. Pourquoi? Parce qu'il peut aller jusqu'à 20 microns. D'accord? Il peut aller jusqu'à 20 microns. Histolytica, on a dit le kyste, il a 15 microns. D'accord? Et pour le plus grand kyste d'amibe, c'est le kyste d'Entamoeba coli. Donc, il peut aller jusqu'à 20 microns. Il est vraiment sphérique, c'est comme Entamoeba histolytica. Donc, on a dit en pièces de monnaie, vraiment sphérique. Donc, une membrane épaisse, elle est épaisse. Regardez, donc la membrane, elle est très épaisse et réfringente. Ici, la réfringence, on peut la voir, donc c'est comme de la lumière. La caractéristique ici, c'est le nombre de noyaux. D'accord? Le nombre de noyaux. Pour Histolytica, on a parlé de 4 noyaux à maturité. D'accord? 4 noyaux à maturité. Pour Entamoeba coli, donc c'est 8 noyaux à maturité. 8 noyaux à maturité. Donc, si ça dépasse, si vous avez donc un prélèvement devant vous, vous allez rechercher au niveau du microscope. Si vous allez trouver un kyste, il faut compter le noyau. Donc, si ça dépasse les 4, vous trouvez 5, 6 jusqu'à 8. Donc, c'est Entamoeba coli. D'accord? Donc, c'est Entamoeba coli. Donc, de 5 à 8 noyaux. Donc, inférieur à 8, donc jusqu'à 5, on parle de kyste immature. 8 noyaux, c'est un kyste mature. Avec aussi des corps sidérophiles ou bien des corps, donc des cristalloïdes. Mais ici, les cristalloïdes, à l'inverse des premiers, donc pour Entamoeba histolytica, on a parlé de cristalloïdes en iso-6. Ici, c'est des cristalloïdes en aiguille. C'est plus fin, d'accord? C'est comme des aiguilles. Donc, c'est des cristalloïdes en aiguille. Ici, regardez, donc si on va compter, schématiquement, c'est 8 noyaux.
Donc, si on va compter ici, donc vous avez 1, 2, donc suivez le curseur. 2, vous avez 3 ici, 4, 5 et 6. D'accord? Parce que si vous êtes devant un microscope, il faut varier votre vis micrométrique. En variant, vous allez compter le nombre de noyaux. D'accord? Si schématique, c'est difficile pour vous comme donc pour la théorie, mais on va, Inch'Allah, si on peut faire les TP, vous allez voir. Donc, vous avez ici donc 6 noyaux. Et ici, vous avez regardé, on va compter 1, 2, 3, 4, 5. C'est donc les superposer avec l'autre, 6. Et vous avez un septième ici. D'accord? Donc maintenant, on va changer du genre. Donc, on va parler du genre Endolimax. D'accord? Donc, le genre Endolimax. Vous avez 3 genres, Entamoeba et Endolimax ainsi que Pseudolimax. Donc, Endolimax, vous avez une seule espèce qu'on appelle Endolimax nanus. Les anciens livres, si vous allez lire, donc vous trouvez donc Endolimax nana. Donc, anciennement appelé nana, maintenant il est appelé nanus. Endolimax nanus. Donc, qui est plus fréquent, aussi non pathogène comme les autres Entamoeba, en dehors d'Entamoeba histolytica, qui sont non pathogènes. La même chose avec deux formes, une forme végétative et une forme kystique. Donc, c'est pour ce nanus, c'est le plus petit. Donc, vous avez jusqu'à, regarder la forme végétative, c'est jusqu'à 12 microns, avec un cytoplasme qui a des vacuoles. Donc, ici, vous avez des vacuoles et des prolongements qu'on appelle les pseudopodes. Et elle se caractérise par un caryosome en croissant. Donc, au niveau du noyau, ici, c'est pas schématisé. Donc, vous trouvez au niveau de son noyau, donc un caryosome. Bien, la chromatine, donc, elle est assemblée sous forme de caryosome en croissant. Donc, un caryosome en croissant. Pour cette espèce, on peut trouver aussi donc, sous forme de deux masses de chromatine, avec un pont qui va relier les deux masses. Entre les deux masses, vous avez un pont de chromatine. D'accord? Donc, soit vous avez un croissant, soit vous avez deux masses de chromatine reliées par un pont. Pour la forme végétative. Donc, pour la forme kystique, la même chose, donc le même type de noyau. Regardez le noyau, donc c'est, le caryosome, il est, donc, ici, c'est pas vraiment, je vais bien schématiser, c'est sous forme de croissant au centre, d'accord? Ou bien deux masses de chromatine avec un pont. Donc, pour le kyste, il est polymorphe. Si on dit polymorphe, c'est-à-dire plusieurs formes. Donc, il peut prendre plusieurs formes. Donc, il peut prendre une forme ronde, une forme, on peut dire presque rectangulaire et une forme ovalaire. D'accord? Forme ovalaire. Donc, vous avez à maturité 4 noyaux. Donc, 4 noyaux et avec, si on parle de la forme presque rectangulaire, vous avez une paire à chaque pôle. D'accord? Une paire à chaque pôle. Donc, celui-là, Endolimax nanus, c'est le plus petit kyste d'amibe. D'accord? On a parlé du gros kyste, donc le plus gros kyste d'amibe qui est Entamoeba histolytica. Maintenant, le kyste le plus petit pour les amibes, c'est le kyste d'Endolimax nanus. Donc, schématiquement, vous trouvez ça. Maintenant, ce qui est vrai, ici, après coloration, regardez ici, vous trouvez 1, 2 et 3 noyaux. D'accord? On a dit donc à 4 noyaux. Donc, vous pouvez voir à un noyau, deux noyaux, mais à maturité, il a 4 noyaux. La même chose ici, vous avez 2 noyaux. C'est une forme ronde. Ici, c'est une forme presque rectangulaire. Donc, le dernier genre, qui est le Pseudolimax, on l'appelle aussi Iodolimax. Iodomeba ou bien Pseudolimax. Avec une seule espèce, c'est Pseudolimax buchli. Donc, l'espèce qu'on appelle buchli. Sous deux formes, une forme végétative et une forme kystique. Donc, vous voyez le cytoplasme aussi riche en vacuoles nutritives, avec un noyau qui est caractérisé par un gros caryosome central. Donc, au centre, vous trouvez un gros caryosome central entouré d'un halo clair. Donc, il y a du vide. Vous avez un gros caryosome, une grosse masse de chromatine au centre, avec un halo ou bien un liseré opaque
qui différencie, donne donc du vide entre le noyau, entre la membrane nucléaire et la masse de chromatine. Donc, ce dernier va donner, donc après pour se propager ou bien pour donc la mobilité, vous avez qui va donner un long pseudopode en doigt de gant. Donc, ce pseudopode, il va donner donc il va vous donner un long pseudopode, il va s'allonger et vous donner un long pseudopode qu'on appelle pseudopode en doigt de gant. Ça, c'est pour la forme végétative. Maintenant, pour la forme kystique, qui est très polymorphe, la même chose comme Endolimax nanus. Donc, vous allez trouver plusieurs formes. Donc, maintenant, il peut aller jusqu'à 15 microns. Il est plus grand par rapport à Endolimax. Endolimax, donc, inférieur à 8 microns pour le kyste. Le noyau du même type avec une grosse vacuole, ce qui caractérise ce dernier. Vous avez la vacuole. Donc, cette vacuole, centre, elle est ici plus petite, mais elle prend les 2/3 de son corps. Regardez au niveau donc, de la forme réelle. Donc, c'est une grosse vacuole. Ici, c'est le noyau. Ici, c'est la vacuole. Donc, la vacuole, c'est une grosse vacuole qui prend les 2/3 du corps du kyste, d'accord? Cette vacuole, elle est caractérisée par la présence, donc LM, donc elle est iodophile, d'accord? Vacuole, une grosse vacuole iodophile pour le kyste. On va la retrouver. Donc, c'est-à-dire qu'elle va prendre de l'iode. Si on va colorer, vous avez, donc on utilise un colorant riche en iode qui est l'ugol, d'accord? Donc, ce colorant qu'on appelle le lugol, il est riche en iode. On va l'utiliser donc en suspension, on l'ajoute et cette vacuole, elle va prendre de l'iode. Donc, elle aime de l'iode, iodophile. Vacuole iodophile, c'est-à-dire elle aime de l'iode et elle va se colorer en marron, d'accord? Et ça facilite donc le repérage de ce parasite. On va ajouter donc à la suspension et on va lire. Donc, si cette vacuole, elle prend de l'iode, donc c'est le Pseudolimax buchli, d'accord? C'est pour cela on l'appelle iodomeba. Iodomeba, c'est en rapport avec l'iode. Donc, elle aime de l'iode. Ou bien le Pseudolimax buchli. Dernière espèce, c'est l'Entamoeba gingivalis. Donc, on a dit qu'elle parasite la bouche. Elle a, jusqu'à maintenant, on ne voit que sa forme végétative. Donc, il ressemble à Entamoeba histolytica. Et la forme kystique, elle est jusqu'à maintenant inconnue. D'accord? Donc, vous trouvez que la forme végétative. Maintenant, on vous a donné donc la différenciation en forme et en appellation des différentes amibes retrouvées, parasites retrouvés dans la nature et parasites de l'homme. D'accord? Maintenant, on vous a dit que l'amébose, elle est due à la seule espèce qui est Entamoeba histolytique. Donc, la maladie amébose, elle est due à la présence dans le corps d'Entamoeba histolytica. Donc, vous avez entre guillemets la définition de l'OMS. D'accord? C'est une définition de l'OMS. Donc, pour définir l'amébose, c'est quoi l'amébose? Donc, c'est l'état dans lequel l'organisme héberge Entamoeba histolytica avec ou sans manifestation clinique. Si on dit avec manifestation clinique, donc c'est la présence de formes végétatives invasives, de formes végétatives minuta et de kystes. Si on dit sans manifestation clinique, donc présence d'Entamoeba histolytica minuta et le kyste, d'accord? C'est-à-dire la présence de ce parasite définit l'amébose. Soit que le sujet n'a pas de signes cliniques, soit qu'il a des signes cliniques, d'accord? Donc c'est l'état dans lequel l'organisme héberge Entamoeba histolytica. Si on dit héberge, c'est-à-dire qu'elle est à l'intérieur de son corps. Héberge Entamoeba histolytica avec ou sans manifestation clinique. D'accord? C'est-à-dire, on ne va pas dire un sujet qui a l'amébose, forcément qu'il a les symptômes. Normalement, c'est qu'il a le parasite à l'intérieur de son corps. C'est ça. Donc ça, c'est une maladie cosmopolite. Donc en parasito, vous allez entendre plusieurs fois donc, le cosmopolite, c'est-à-dire c'est un parasite retrouvé sur tout le globe. D'accord? Donc sur tout le globe. Vous n'allez pas trouver une région qui est connue pour ce parasite, une région qu'on ne va pas trouver. Mais on va voir après des parasites. Au fur et à mesure, vous allez trouver des parasites qui ont une répartition bien définie
sur la carte géographique. Mais pour l'amébose, elle se retrouve chez tout le monde avec des zones où on va trouver donc une fréquence élevée et des zones où on a une fréquence diminuée. Voilà, donc, en parasitologie aussi, ce qui est important, donc vous avez la morphologie, donc ça, c'est l'épidémiologie du parasite. Vous commencez par la définition de votre parasite, les formes, la morphologie, comment on peut le voir, donc sa répartition, où on peut le retrouver, et en quatrième point, ce sera ce qui est important, c'est le cycle évolutif, c'est-à-dire le cycle de vie de ce parasite, comment il peut vivre soit à l'intérieur du corps, soit en dehors du corps, comment il peut mener sa vie et comment le sujet peut se contaminer. D'accord? Ce qui est important aussi en parasitologie, ce sera la forme de contamination du sujet, surtout de l'être humain, parce que c'est des parasitoses qui touchent l'être humain. Donc, vous allez trouver, donc, j'ai schématisé deux formes, d'accord? Donc, deux cycles ici. Donc, ça va vous faciliter la localisation, d'accord? On va commencer par l'infestation. Voilà, donc en premier point, donc 1 en vert, c'est l'infestation. C'est-à-dire le sujet, comment il va attraper la maladie, d'accord? Donc, vous avez un sujet qui va manger. Donc l'infestation, ça commence par le kyste. Et le kyste mature à 4 noyaux, d'accord? Kyste mature à 4 noyaux, qui va se retrouver, donc ce dernier, on a dit, il va contaminer l'environnement, donc on va le retrouver sur les végétaux, donc au niveau de l'eau, souillée, donc l'eau, elle peut être souillée, donc les mains sales, donc ça, on va le retrouver surtout beaucoup plus l'alimentation souillée, l'alimentation et les crudités. Si on dit crudités, c'est-à-dire les choses qu'on va pas, donc qu'on va les manger de façon crue, d'accord? Donc vous avez un kyste. Si on va boire de l'eau infestée ou bien prendre de végétaux ou bien des fruits infestés, on va le retrouver, donc ce dernier, donc il va se retrouver au niveau de notre corps. Ici, vous avez deux types de cycles. Donc, vous avez deux types de cycles en fonction de la faim et en fonction de l'état du sujet malade. D'accord? Donc, on a dit, vous avez donc le cycle normal et le cycle anormal, ou bien le cycle d'infestation et le cycle de maladie. D'accord? Donc, le premier cycle qui est le cycle normal, c'est-à-dire qu'on va avoir au niveau de notre corps, le corps du sujet malade, la forme kystique et la forme végétative, Entamoeba histolytica type minuta, pardon. Donc le type minuta, c'est-à-dire qu'il est porteur asymptomatique. D'accord? Il a le parasite, donc on dit il a l'amébose, mais c'est un porteur asymptomatique qui n'a pas les symptômes. D'accord? Le deuxième, qui est le cycle anormal, vous allez trouver le kyste, la forme végétative minuta et la forme végétative histolytica hématophage. Ici, ce dernier, il va vous donner donc le cycle maladie ou bien donc la forme aiguë. D'accord? Donc on va commencer par le premier cycle. Donc c'est le premier point de départ qui est l'infestation par le kyste mature. Ce dernier, il va se retrouver dans l'estomac. Donc l'estomac avec le suc gastrique, il va donc se différencier, il va perdre sa paroi épaisse, il va donner une amibe à paroi fine à 4 noyaux. Donc en passage au niveau de l'intestin, cette dernière, donc vous allez avoir la multiplication. Donc regardez ici, donc ça, elle va sortir, elle va perdre sa paroi épaisse, elle va donner une amibe, normalement à 4 noyaux ici, donc à 4 noyaux. Chaque noyau va se diviser en deux. Donc il va vous donner 8 noyaux à la fin. Donc une amibe à 8 noyaux qui va après vous donner, donc chaque noyau ici, va prendre son cytoplasme. Vous avez à la fin, donc 8 amibes, petits amibes. 8 petits amibes. On a dit on commence par un kyste à 4 noyaux. Après, il perd sa paroi épaisse, il va vous donner une amibe à 4 noyaux.
Après multiplication nucléaire, chaque noyau va vous donner 2 noyaux. Donc, vous allez multiplier par 2, ça va vous donner une amibe à 8 noyaux. Après, chaque noyau va prendre son cytoplasme. Vous allez avoir la naissance à 8 petits amibes qu'on les appelle les amibules. Amibules, d'accord? Ces amibules, elles vont agrandir et pour donner à la fin la forme Entamoeba histolytica minuta, d'accord? Cette minuta, elle va se nourrir au niveau du côlon, d'accord, de bactéries. Donc, avec le transit, elle va migrer. Après, donc, elle peut vous donner donc, la transformation en kyste, d'accord, qui est kyste immature, qui va devenir après un kyste mature, il va être éliminé donc avec les sels dans la nature. Il va maintenant continuer la contamination de l'environnement et la pérennité de l'espèce. Soit elle reste, donc elle peut être aussi éliminée sous sa forme minuta, donc, mais la forme végétative, elle se dégrade rapidement dans le milieu extérieur, d'accord? Ça, c'est la forme qu'on appelle le cycle infestation ou bien le cycle de l'amébose infestation. Cycle de l'amébose infestation. Donc, c'est un sujet qui n'est pas malade, qui a le parasite. Il n'est pas malade, mais il est contaminant de l'environnement. D'accord? C'est le cycle infestation. Amébose infestation. Maintenant, le deuxième cas de figure qu'on a parlé, donc qui est le cycle anormal. Vous avez un cycle, donc la même chose, un kyste. Il va vous donner après la naissance d'une amibe à 4 noyaux, une amibe à 8 noyaux, 8 amibules. Elles vont agrandir, vous donner le minuta. Donc cette dernière qui est Entamoeba histolytica type minuta, elle est toujours dans le côlon, au niveau du côlon. Donc, avec certains facteurs donc, qui sont liés soit au parasite ou bien liés à l'être humain, la plupart du temps, un sujet affaibli, dénutri, donc elles vont se transformer en forme invasive. D'accord? Elles se transforment en forme invasive. Ces dernières, elles ne vont pas rester au niveau du côlon, elles vont creuser au niveau de la paroi du côlon. D'accord? Elles vont creuser. En creusant, elles vont donner des lésions. Donc, c'est des lésions qu'on les appelle, donc si on va faire une fibroscopie digestive pour le malade, vous allez trouver des lésions, on les appelle des lésions caractéristiques de l'amébose, c'est des lésions en coup d'angle. Des lésions en coup d'angle. Donc, vous allez trouver donc ce parasite, il va se localiser au niveau de la paroi. Maintenant, il est en contact avec les tissus directs. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire saigner la paroi. Il va prendre le sang. Donc, il va se nourrir. Soit il va rester in situ, c'est-à-dire au niveau de la paroi, et après être éliminé avec les sels, tel qu'il est, ou bien se transformer en forme minuta. Et la forme minuta, à son tour, se transforme en kyste pour être éliminé dans les selles. D'accord? Cette forme invasive aussi, elle peut passer la barrière intestinale, donc elle est au niveau de la paroi. Elle peut aller par voie sanguine ou bien par voie de continuité. D'accord? Elle va, ici, elle va partir aux organes. Donc, elle se localise dans les organes et on va parler maintenant de l'amébia ou bien l'amébose. L'amébose extra-intestinale, c'est-à-dire la localisation maintenant, elle n'est plus intestinale. Elle va se localiser au niveau du tissu et le premier tissu atteint, c'est le foie. D'accord? Après, on peut avoir l'atteinte du poumon et les autres organes, toujours par voie sanguine. D'accord? Par voie sanguine, on peut aller jusqu'au cerveau. Et c'est des formes très graves. La voilà ici. Donc, vous avez, ça c'est ce qu'on a déjà parlé ici. Vous avez ici amébiase. Vous voyez ici amébiase parce que c'est l'ancienne appellation de la maladie. D'accord? Vous allez trouver au niveau des articles ou bien des livres amébiase. Donc, amébiase infestation, amébiase maladie. Donc, si on dit amébiase, c'est la même chose que l'amébose. Maintenant, l'appellation actuelle, c'est amébose. D'accord? Donc, vous avez le kyste qui est résistant à 4 noyaux. Vous avez 4 amoeba 4, amoeba 8, amibule. Et Entamoeba minuta. Donc, vous avez les limites ici. Donc,
limite. Si elle reste au niveau de tube digestif et après elle se transforme en kyste qui va être éliminée dans les selles, donc ce sera l'amébose infestation. Si elle dépasse, elle se retrouve, donc elle se transforme, immunita, elle se transforme en histolytica, va se trouver au niveau de la paroi, ou bien elle dépasse la paroi intestinale, vous avez l'amibiase ou bien l'amébose infestation. Et vous, à partir de l'atteinte donc, des tissus, vous parlez d'entaméba histolytica. C'est la seule qui peut passer et c'est la seule retrouvée. Au niveau des tissus, si on va faire des biopsies, on va trouver que histolytica et même au niveau donc des abcès créés au niveau du foie, donc le foie ou bien le poumon ou bien le cerveau. D'accord? Elle va vous donner la naissance à des abcès. Maintenant, au niveau des selles, vous pouvez trouver les trois. Éliminé avec le transit intestinal, vous trouvez entaméba histolytica hématophage, vous trouvez le kyste, vous trouvez immunita. Donc, immunita et le kyste se retrouvent chez les sujets asymptomatiques ou bien les convalescents. Les trois formes, y compris entaméba histolytica, chez les sujets malades atteints de l'amébose maladie. D'accord? Si c'est compris, on ne va pas reprendre. Sinon, si vous avez des questions, il faut m'arrêter. Donc, vous avez ici le parasitisme amibien. Ici, l'amibiase intestinale aiguë. Si on dit parasitisme, c'est-à-dire présence de histolytica type minuta avec les kystes au niveau de la paroi intestinale. Amibiase ou bien amébose intestinale aiguë. Aiguë, c'est la maladie maintenant. Donc là, entaméba minuta, donc se transforme en entaméba histolytica. Donc vous avez l'atteinte au niveau des tissus. Maintenant, cette dernière, elle peut évoluer de façon chronique et vous avez donc la colite chronique post-amibienne, que vous avez seulement l'inflammation, donc vous avez la lésion, elle est cicatrisée, mais le sujet a toujours des problèmes digestifs. Maintenant, on va passer à la clinique, ou bien la symptomatologie. On commence par la localisation la plus fréquente qui est intestinale et le point de départ des autres atteintes. Et on a parlé que c'est un parasite qui se localise au niveau du côlon. Donc, vous avez l'atteinte du côlon. Et vous avez la dysentérie amibienne. Dysentérie amibienne, donc c'est l'atteinte intestinale aiguë. On va parler d'atteinte intestinale aiguë ou bien amébose intestinale aiguë ou bien de dysentérie amibienne. Dysentérie amibienne. Parce que vous allez après voir la dysentérie en bactériologie, vous allez voir la dysentérie donc microbienne, donc qui est bactérienne, elle est due à des bactéries, d'accord? Vous avez la dysentérie amibienne et vous avez la dysentérie après, donc due à un autre parasite qu'on ne va pas parler aujourd'hui, donc c'est un cilié que vous allez voir après. Donc, pour un sujet qui a la dysentérie amibienne, vous avez, qu'est-ce qu'il va sentir? La première des choses, c'est la douleur qui va donc partir dans le cadre colique. Donc, c'est une douleur violente au niveau de son cadre colique. D'accord? Douleur abdominale violente au niveau du cadre colique. Avec ténesme. Donc, les ténesmes, c'est des sensations de corps étranger au niveau de son rectum. Donc, au niveau de l'anus, vous sentez, donc le sujet sent des sensations d'un corps étranger, qu'on les appelle ténesmes. Vous avez des selles qui peuvent aller jusqu'à 15 selles par jour. Donc, c'est des diarrhées vraiment très fréquentes dans la journée. C'est jusqu'à 15 par jour. Si on dit afécale, ce que j'ai mentionné en rouge, afécale, c'est-à-dire pas de matière fécale. Donc, le sujet va aller chaque fois à la selle et va émettre des glaires et du sang. Donc, on dit c'est des glaires sanguinolentes. Donc, de la glaire et du sang. Donc, si on dit afécale, c'est-à-dire c'est des selles qu'on les appelle, donc, ou bien des crachats rectaux. Si on dit crachats rectaux, présence de glaire et de sang. D'accord? Crachats rectaux, c'est la présence de glaire et de sang, pas de matière fécale. Donc, c'est des selles afécales. En rouge aussi, j'ai mentionné pas de fièvre. Donc, c'est un sujet qui a la douleur abdominale, qui a donc la présence de diarrhée, mais sans fièvre. À l'inverse de la dysentérie microbienne. D'accord? L'inverse, la dysentérie microbienne, elle s'associe à la fièvre. Ici, il n'y a pas de fièvre, donc elle est
Le sujet, il est affébrile, d'accord? Affébrile ou bien pas de fièvre. Donc, si on traite ce sujet, l'évolution, elle est favorable. Si sans traitement, donc, le sujet n'est pas traité, il va y avoir la chronicité. Donc, si on a parlé donc d'amébose intestinale chronique ou bien d'autres complications, les complications, on peut aller vers l'amébose extra-intestinale. D'accord? L'amébose extra-intestinale. Voilà ce qu'on a parlé donc des lésions en coup d'angle. Regardez après fibroscopie. Voilà. Donc là, elle va s'introduire. Regardez, donc elle s'introduit au niveau de la paroi intestinale et chaque point où elle va s'introduire, elle va vous donner la lésion inflammatoire. C'est sous forme de coup d'angle. C'est comme si un sujet est donc blessé par un coup d'angle. Donc, c'est des lésions en coup d'angle à la fibroscopie. D'accord? À la biopsie, vous allez trouver, on dit donc des images en bouton de cheville. Donc, des images en bouton de cheville. Si on va faire des biopsies au niveau de ces lésions, vous allez trouver donc des images en bouton de chemise. Maintenant, on a parlé donc un sujet qui n'est pas traité, il peut passer vers la chronicité. Donc, chronicité, c'est la colite chronique. Colite, c'est-à-dire inflammation au niveau du côlon, et elle est chronique, elle évolue dans le sang. Elle est due à l'amébose, donc post-amibienne. Donc, colite chronique post-amibienne. Donc, elle n'est pas due au parasite maintenant, parce que le parasite, il est éliminé, mais il a laissé les lésions inflammatoires. Ces lésions inflammatoires, après, elles vont se cicatriser. Donc, si elles se cicatrisent, donc vous avez une surface où on n'a pas d'absorption. D'accord? Donc, c'est une surface qui va s'éliminer, on n'a pas d'absorption et on les appelle les séquelles inflammatoires. Donc, le sujet va sentir des douleurs toujours au niveau de son cadre colique et des fois, il a une alternance, des fois, il a une diarrhée, des fois, une constipation. Donc, on dit alternance, diarrhée, constipation. Et il est asthénique, anorexique, avec un amaigrissement qui est dû à l'asthénie et à l'anorexie. Vous avez aussi une forme très grave et très aiguë par rapport à la première, c'est-à-dire c'est un sujet qui va faire une forme, donc chez les sujets dénutris. Donc un sujet dénutri qui va vous donner cette forme grave qu'on appelle la forme suraiguë. Celle-là, elle peut aller directement vers la mort si elle n'est pas prise à temps. Maintenant, on a dit sans traitement, le sujet peut passer vers la chronicité ou bien les complications. Les complications, ça sera la propagation de l'amibe vers les autres tissus en dehors de l'intestin. Donc, c'est l'amébose extra-intestinale. Le point de départ, comme il est connu, ça sera intestinal parce que le sujet se contamine par voie orale et vous allez le passage dans le tissu. Il va vous donner la lésion et l'amébose intestinale aiguë. Après, si elle est au niveau des tissus, elle peut passer sans traitement vers les tissus. Le premier tissu atteint, c'est le foie. D'accord? On a dit par voie sanguine ou bien transtissulaire. Transtissulaire, c'est-à-dire il va propager donc du côlon vers le péritoine, donc par propagation d'un tissu à un autre jusqu'à arriver au niveau donc du foie. Ou bien la voie la plus retrouvée, c'est la voie sanguine. Donc vous avez le foie qui est le plus retrouvé, donc le plus atteint, le premier atteint, d'accord? Et vous avez par conséquent l'amébose hépatique. Donc l'amébose hépatique, donc c'est le premier point ou bien le premier organe et qui est la plus fréquente. Rarement, on peut trouver les autres localisations. D'accord? Donc, cette forme hépatique, elle se caractérise par une forme aussi aiguë. Et la forme aiguë la plus typique et la plus retrouvée, elle est caractérisée par une hépatomégalie. Si j'ai mentionné HPTM, donc c'est une hépatomégalie, donc une augmentation du volume du foie, hépatomégalie. Cette hépatomégalie, elle est douloureuse, c'est-à-dire le sujet, si on va toucher, il sent la douleur. Donc c'est une hépatomégalie douloureuse. Et en rouge, on dit c'est fébrile, c'est-à-dire qu'il a de la fièvre. D'accord? À l'inverse de la forme intestinale. La forme intestinale, on a dit, il est affébrile, pas de fièvre. Maintenant, si elle se localise au niveau des tissus, vous avez de la fièvre. D'accord? C'est une hépatomégalie douloureuse et fébrile. Voilà donc la voie de contamination. Donc, elle se retrouve au niveau des tissus ici.
elle va passer donc au niveau donc, des voies sanguines, elle va gagner le foie. Donc, au niveau du foie, elle va vous donner la forme d'abcès hépatique. Et l'abcès hépatique peut s'ouvrir après par contiguïté au niveau de la plèvre pour attaquer le poumon. D'accord? Chose ici, donc là, vous avez donc là les signes biologiques qui s'associent, les signes cliniques ici. Donc, la présence d'une hépatomégalie douloureuse fébrile. Donc, ici, par propagation, elle peut toucher même donc le poumon. Vous avez un épanchement pleural au début et après l'atteinte des tissus pulmonaires. Et la fièvre qui est chiffrée la plupart du temps à 40 degrés. Maintenant, au laboratoire, vous avez donc un sujet qui souffre d'une amébose et on reçoit c'est-à-dire comment le médecin traitant, il va y penser. Vous avez un sujet qui est afébrile, on parle de l'intestinal, donc amébose intestinale. Donc le médecin, il va consulter, donc le malade va consulter chez le médecin, et le médecin, il va poser ses questions, il va voir donc que c'est un sujet qui a plusieurs diarrhées par jour, il n'y a pas de fièvre, il a une douleur qui irradie au niveau donc de son corps, ou bien une alternance de diarrhée-constipation, donc ça dépend de la symptomatologie. Donc le sujet qui a une amébose intestinale aiguë va sentir la douleur et il a des selles afécales avec des diarrhées, donc plusieurs diarrhées par jour. Le sujet qui est porteur, donc il peut avoir donc des selles normales ou bien des selles pâteuses avec une alternance de diarrhée-constipation. Donc le premier examen on va y penser devant des diarrhées, donc c'est l'examen coproparasitologique. On parle d'examen coproparasitologique ou bien examen parasitologique des selles, d'accord? Si on dit coproparasitologique, c'est-à-dire parasitologique des selles. Donc les selles, c'est la copro, d'accord? Si on dit selles, c'est copro. Parce que des fois, vous trouvez au niveau donc, des ordonnances, examen coproparasitologique des selles. Donc c'est une répétition. Vous allez trouver les selles et vous avez trouvé copro. Si on dit copro, c'est-à-dire les selles, d'accord? Soit examen copro-parasitologique, soit examen parasitologique des selles. Donc, cet examen, c'est l'examen de certitude, d'accord? C'est-à-dire certitude, c'est lui qui va vous donner la mise en évidence du parasite. Donc, le parasite ici, on va discuter sur lui, donc ce sera les formes d'Entamoeba histolytica. On va rechercher les formes d'Entamoeba histolytica dans les selles. Donc, ça peut être les trois formes, donc la forme invasive, la forme minuta et la forme kystique. Maintenant, Entamoeba histolytica, j'ai mentionné en rouge. Entamoeba histolytica qui est hématophage, va directement prendre, parce que le sujet va vous ramener donc des glaires sanguinolentes, pas de sel. Donc, directement, on va prendre une goutte de ces glaires sanguinolentes et rechercher cette forme végétative. D'accord? Ça sera chez les sujets avec amébose intestinale aiguë. Maintenant, les formes Entamoeba histolytica minuta et les kystes, on va les retrouver au niveau des selles plus ou moins pâteuses ou bien normales. Donc, des selles plus ou moins pâteuses ou bien normales. On peut les retrouver chez les sujets porteurs ou bien convalescents. D'accord? Donc, pour que cet examen soit bien fait, il faut préparer votre malade pour ne pas avoir donc des débris alimentaires qui va vous gêner la lecture. On ne peut pas mettre rapidement la forme recherchée. Donc, c'est une étape très importante, la préparation du malade. Pourquoi? Pour avoir un bon examen parasitologique des selles. Donc, pour un bon examen parasitologique des selles, il faut bien préparer votre malade. Vous avez aussi, il faut faire des examens, donc successifs, mais ce n'est pas successif tous les jours. Donc, vous avez 3 examens qu'on va les faire de façon avec intervalle. Donc, à 3 jours d'intervalle. Donc, on va faire premier examen, attendre 3 jours, deuxième examen, attendre 3 jours, troisième examen. D'accord? Ces 3 examens, pourquoi? Parce que les parasites en général, on ne va pas parler que d'Entamoeba, donc les parasites en général ont des phases muettes, c'est-à-dire elles vont s'éliminer de façon discontinue. Elles ne s'éliminent pas tous les jours. D'accord?
Donc, l'élimination se fait de façon discontinue et c'est pour cela on aura des phases muettes. Donc, si on dit phase muette, c'est-à-dire au cours de cette phase muette, on ne va pas trouver le parasite. C'est pour cela il faut refaire cet examen donc, à 3 fois, à 3 jours d'intervalle. Donc, 3 fois à 3 jours d'intervalle. Si vous trouvez le premier examen positif, il faut s'arrêter. Donc, premier examen négatif, refaire le deuxième. Deuxième examen positif, arrêter. Deuxième examen négatif, aller au troisième. Donc, c'est le troisième qui va vous donner soit la positivité, soit la négativité. Donc, après 3 examens, si il est négatif, c'est-à-dire que c'est un examen directement négatif. D'accord? Donc, cet examen parasitologique des selles doit se faire sur des selles fraîchement émises. C'est-à-dire, de préférence, le sujet va émettre ses selles au niveau du laboratoire. Pourquoi? Ici, c'est pour éviter la dégradation des formes végétatives, surtout les formes avec glaire sanguinolente. Les formes végétatives, Entamoeba histolytica, elles se dégradent rapidement dans la nature. Donc, il faut bien soit ramener rapidement le prélèvement, soit déféquer directement au niveau du labo. D'accord? Les formes végétatives, elles se dégradent rapidement. Si impossibilité donc de ramener rapidement, il faut fixer, d'accord? Fixer après émission, directement après émission. Donc, fixer ces selles. Donc, vous avez des fixateurs qu'on va aller voir après dans un cours qu'on appelle la coprologie parasitaire. Donc, vous allez faire donc les techniques. Donc, cette fixation, ça se fait par le formol qui va fixer que les formes kystiques et le MIF, donc M-I-F, MIF, c'est le mertiolate formol. Ce dernier va fixer les formes végétatives et les formes kystiques. D'accord? Ces derniers qu'on utilise pour les sujets qui ne peuvent pas déféquer au labo ou bien ne peuvent pas nous ramener des selles fraîchement émises. Donc, ils vont les fixer. Maintenant, cet examen, qu'est-ce qu'il comporte? Donc, ce qui est important et pour la première étape, c'est l'examen direct à l'état frais. Donc, examen direct à l'état frais. Donc, examen direct, c'est-à-dire la mise en évidence du parasite. À l'état frais, c'est-à-dire qu'on ne va pas ajouter de colorant. D'accord? On va voir directement le parasite tel qu'il est, sans coloration. Donc, c'est une étape majeure. Au niveau de cette étape, donc examen direct à l'état frais, va vous montrer les amibes vivantes. D'accord? Il va vous montrer les amibes vivantes. On va voir des amibes qui bougent, qui va donner des pseudopodes et elle est mobile. Donc, pour les sujets qui ont des selles liquides ou bien des glaires sanguinolentes, on prend directement. Ça, c'est un état frais, vraiment frais. D'accord? On va prendre directement une goutte de cette glaire sanguinolente ou bien des selles liquides. Et on va mettre entre lame et lamelle et rechercher la mobilité. Donc, vous trouvez une amibe qui est mobile. Donc, ça, c'est le parasite. Maintenant, les sujets qui ont des selles molles, donc c'est des selles qui ne sont pas liquides, donc des selles molles ou bien dures. Donc, vous allez diluer. Diluer votre sel. Donc, vous allez prendre un volume de sel et ajouter de l'eau physiologique. Donc, l'eau physiologique, il ne va pas toucher à la mobilité de l'amibe. Donc, il va garder la mobilité de l'amibe. Donc, vous trouvez une amibe vivante. Vous diluez au 1/10 avec de l'eau physiologique. Vous allez lire au grossissement 40. Qu'est-ce que vous allez trouver? Donc, vous allez trouver de grosses amibes qui sont mobiles, avec ou sans hématie, c'est-à-dire soit histolytica, soit histolytica minuta. D'accord? Amibes mobile avec ou sans hématie digérée. Donc, ça va vous donner donc l'idée que vous avez trouvé de parasite, donc responsable. Vous avez confirmé après par coloration. Donc, la coloration, elle va vous confirmer ce parasite, mais elle va fixer votre parasite, la coloration. Vous n'allez pas trouver donc une amibe qui bouge. Donc, elle va être fixée. Donc là, l'eau physiologique va laisser l'amibe qui va bouger. Maintenant, si on ajoute le colorant, vous fixez. D'accord? Donc, le colorant, qu'est-ce qu'il va vous donc, sur le point de vue, qu'est-ce qu'il va vous donner? Donc là, il va vous aider à colorer les hématies présents dans le cytoplasme ou pas. Donc, va différencier entre Minuta et Histolytica. Et vous avez aussi l'idée en tête
La taille. On a dit minuta, elle fait la moitié de histolytica, donc elle est plus ramassée, plus petite. Maintenant, plusieurs techniques de coloration. Vous pouvez utiliser des colorants. On ne va pas donner donc trop de détails parce que vous allez les faire après. Donc, les techniques donc, colorants entre la mélamelle. Donc, vous avez le bélanger et le MIF. Que vous allez prendre donc la suspension, ajouter donc le colorant et rechercher votre parasite. Ou bien, vous allez faire des frottis. Vous allez soit des frottis humides, soit des frottis secs. Et vous avez plusieurs techniques avec fixation, donc fixation, différenciation, ou bien fixation, coloration. Vous avez un temps et vous avez 3 temps. D'accord? Vous avez le Kohn et vous avez le Heidenhain. Comme frottis humide, la coloration maintenant de frottis sec, vous avez la méthode de Brook et Goldman. Donc, c'est des techniques qu'on va les voir après en détail. Ça, c'est seulement, je vous donne quelques données pour avoir idée. Vous pouvez aussi faire au niveau des selles l'IFD. Donc, l'IFD, ce sera l'immunofluorescence directe. Donc, immunofluorescence, donc c'est des techniques qu'on va ajouter au niveau des selles. Donc, ça, c'est à base d'anticorps monoclonaux. Qu'est-ce qu'on va ajouter? Donc, vous avez une suspension de sel. Vous allez ajouter votre anticorps monoclonal donc, fluorescent. Donc, vous avez marqué à une substance fluorescente. Donc, si ces anticorps monoclonaux sont dirigés contre Entamoeba histolytica, si la selle elle a Entamoeba histolytica à l'intérieur, donc elle va se fixer. Et vous allez lire avec un microscope à fluorescence. Si vous avez trouvé, parce qu'il va dessiner la forme, vous allez trouver une forme fluorescente, c'est bon. Donc, vous avez, c'est-à-dire les anticorps sont spécifiques, elles sont fixées maintenant sur le parasite. S'il n'y a pas, donc vous n'allez pas trouver de fluorescence. Et si on dit direct, c'est-à-dire on va rechercher avec cette technique le parasite, parce que vous allez après voir dans les techniques de sérologie, IFI. IFI, c'est-à-dire immunofluorescence indirecte. Celle-là, c'est IFD, c'est direct. Rechercher le parasite. Indirect, rechercher l'anticorps. D'accord? Vous pouvez aussi utiliser les méthodes de concentration. En pratique, on utilise les méthodes de concentration de façon obligatoire. Donc, l'examen à l'état frais, après coloration, plus une technique de concentration qu'on utilise. D'accord? Vous avez les plus utilisées pour les protozoaires, d'accord? C'est les techniques diphasiques. Et les deux techniques utilisées, vous avez le Bélanger et le Ricci. Le Ricci, c'est la technique de routine qu'on utilise au laboratoire. D'accord? Donc, on ne va pas détailler ces différentes techniques parce que vous allez voir après. Vous pouvez aussi rechercher le copro-antigène, c'est-à-dire rechercher les antigènes de ce parasite au niveau des selles. Et c'est une technique directe. Donc, mise en évidence de l'antigène dans les selles. Vous allez utiliser des techniques qu'on utilise en sérologie à la recherche des anticorps, mais celle-là, c'est une technique directe parce qu'on recherche l'antigène. Et l'antigène, ce sera le parasite lui-même, d'accord? ELISA, c'est-à-dire, c'est enzyme linked immunosorbent assay. Enzyme linked immunosorbent assay. Donc, E, c'est enzyme. L, c'est linked. I, c'est immuno. S, sorbent. A, essai. Aussi, vous avez la technique de biologie moléculaire. Donc, la biologie moléculaire, beaucoup plus, vous entendez de PCR, PRFLP, il y a plusieurs techniques. Ces dernières, elles s'intéressent à la recherche de l'ADN dans les selles. Donc, si on dit ADN du parasite, c'est-à-dire la recherche directe du parasite. Ici, avec ces techniques, on recherche son ADN. C'est à présence ou absence. Aussi, on peut faire la culture. Mais la culture, pour nous, donc, ce n'est pas une technique de routine. Donc, elle est plus sensible que l'examen direct. Lorsque là, on ne peut pas mettre en évidence, c'est-à-dire on est sûr que ce sujet a une amébose, mais on n'a pas trouvé, donc il a des amibes rares au niveau de son prélèvement. Donc, on fait la culture qui doit être faite sur des selles fraîchement émises et elle va corriger un examen direct faussement négatif. Donc, on a dit que ce n'est pas un examen de routine. La plupart du temps, la culture, elle est utilisée pour... La plupart du temps, donc, elle est utilisée pour la production d'antigènes. Donc, si on produit de l'antigène, c'est dans le but de faire évoluer d'autres techniques qui sont les techniques immunologiques à la recherche de l'anticorps. D'accord?
On va utiliser donc la production d'antigènes pour préparer des techniques immunologiques. D'accord? On va aller voir les techniques immunologiques après. Donc, sur des selles fraîchement émises, et plusieurs milieux sont utilisés qu'on va les voir après pour le cours de coprologie parasite. L'amébose hépatique. Donc, l'amébose hépatique, donc on va passer à la localisation extra-intestinale. Donc, la localisation extra-intestinale la plus fréquente, on a parlé de l'amébose hépatique. Donc, c'est la recherche d'Entamoeba histolytica dans le liquide de ponction. C'est-à-dire, si on peut ponctionner cet abcès au niveau donc, du foie, vous avez une collection au niveau du foie, il faut essayer de ponctionner. Mais maintenant, donc, essayez donc de retirer le liquide, faire un examen direct ou bien faire une coloration ou la mise en culture. Donc, la ponction, qu'est-ce qu'elle va vous ramener? Si on va retirer le liquide retrouvé, ça sera du pus. D'accord? Et c'est du pus aspect chocolat. D'accord? Si on va retirer un pus d'aspect chocolat, donc c'est un pus caractéristique d'Entamoeba histolytica, donc de l'amébose hépatique. Donc maintenant, cette recherche, elle est toujours difficile. Pourquoi? Parce que le parasite, on ne va pas le retrouver au centre de la collection. Donc, si on fait une bonne ponction, il faut bien être plus proche de la périphérie parce que les parasites se localisent à la périphérie des lésions. Donc, il faut essayer de retirer ce qui est à la périphérie de la lésion, mais c'est vraiment très difficile. Donc, si on ne peut pas mettre en évidence Entamoeba histolytica, on a recours à un examen plus facile et il n'est pas agressif comme la ponction donc la ponction de l'abcès. Donc, c'est le diagnostic immunologique qui est plus utilisé, plus facile. Si on dit immunologique, qu'est-ce qu'on va rechercher maintenant? On va rechercher les anticorps dirigés contre Entamoeba histolytica au niveau du sang. D'accord? On va faire un prélèvement sanguin et rechercher donc la recherche de ces anticorps avec plusieurs techniques. Donc, c'est le diagnostic sérologique, d'accord? Diagnostic sérologique, qu'est-ce qu'il va rechercher? Les anticorps anti-Entamoeba histolytica. Donc, il faut garder en tête Entamoeba histolytica, pas d'anticorps anti-kyste ou bien anti-forme munita. Donc, c'est anti-Entamoeba histolytica. Donc, pour avoir une orientation, vous pouvez passer parce que donc vous allez recevoir votre prélèvement sanguin à la recherche de ces anticorps. Donc, le médecin va vous donner une fiche de renseignement avec aussi des éléments d'orientation. Donc, les autres examens biologiques autres que le diagnostic parasitologique. Vous allez retrouver donc au niveau la présence de l'hyperleucocytose, donc une hyperleucocytose qui dépasse les 10 000. Vous avez l'anémie qui est fréquente parce que c'est un parasite qui se nourrit de sang, donc il va prendre du sang, par conséquent, le sujet va souffrir d'anémie. Vous avez aussi l'atteinte hépatique avec une souffrance hépatique bien donnée. Si on va essayer donc de doser les enzymes hépatiques. Donc, vous avez la phosphatase alcaline et les transaminases qui sont très augmentées. Ça signe une souffrance hépatique, d'accord, ou bien une insuffisance hépatique. Maintenant, les techniques sérologiques utilisées pour la recherche de ces anticorps, vous avez plusieurs techniques qu'on peut utiliser en fonction de ce que vous avez au niveau du labo. Donc, vous avez l'IFI, l'HAP, l'ELISA, l'IEP et le S. Donc, l'IFI, c'est l'immunofluorescence indirecte. Immunofluorescence indirecte. HAP, c'est l'hémagglutination passive. Hémagglutination passive. ELISA, on a déjà parlé, et enzyme linked immunosorbent assay. IEP, c'est immunoélectrophorèse. Immunoélectrophorèse. ES, c'est électrocinérèse.
électrocinérase. Les deux dernières, c'est des techniques de précipitation qui va vous mettre en évidence les lignes de précipitation ou bien des arcs de précipitation. Les trois premières vont vous donner un seuil de positivité et un taux pour les malades qu'on va voir après aussi dans les techniques sérologiques. Ce que vous allez voir pour le deuxième semestre, Inch'Allah. Donc, le traitement, anciennement connu, donc vous avez plusieurs produits utilisés, mais l'ancien traitement utilisé pour l'amébose, c'était les amébicides, pardon, c'était donc les amébicides à diffusion tissulaire, les amébicides de contact. Donc aujourd'hui, donc le traitement, ça va se baser sur les amébicides mixtes. Donc là, l'ancienne molécule utilisée comme amébicide à diffusion tissulaire, c'est l'émétine. Donc l'émétine était utilisée en sous-cutané et la dihydroémétine était utilisée en IM ou en IV. Donc associée ou non, donc aux amébicides de contact. D'accord? Les amébicides de contact qui agissent sur les amibes dans la lumière intestinale. Si on dit contact, c'est-à-dire ils vont éliminer que les amibes au niveau de la lumière intestinale, telles que la nifuroxazide et la paromène. Mais ces derniers ne sont pas vraiment... Nifuroxazide, on l'utilise, donc l'air sulfuryle, il est vraiment très utilisé jusqu'à maintenant, mais la paromomycine n'est pas vraiment très utilisée. Donc, vous avez les amébicides mixtes, qu'on les appelle les 5-nitroimidazolés, avec le chef de file qui est le métronidazole. Donc, le métronidazole, c'est le flagile. Donc, la DCI, c'est le métronidazole, d'accord? Ce qui est important, c'est la DCI. Vous êtes des pharmaciens, il faut au moins avoir en tête les DCI, d'accord? Parce que le nom commercial change d'une firme à l'autre. Donc, vous avez le métronidazole qui est le chef de file. Ce dernier, si on dit mixte, c'est-à-dire qu'il a une activité sur les amibes tissulaires et sur les amibes au niveau de la lumière intestinale. Donc, il va éliminer les deux. Vous avez les autres, donc 5-nitroimidazolés, vous avez l'ornidazole et le tinidazole. Donc, c'est des traitements qu'on les appelle les traitements minutes. D'accord? Maintenant, le schéma thérapeutique, c'est en fonction de ce qu'on a comme forme. Donc, vous avez un sujet qui souffre d'une dysentérie amibienne, c'est-à-dire une amybose intestinale aiguë. Il va y avoir un traitement. Donc, vous avez deux phases, un traitement d'attaque et un traitement de consolidation. Donc, le traitement d'attaque, il va viser les amébicides, va viser les amibes au niveau des tissus. Donc, on va utiliser les amébicides tissulaires ou bien directement les amébicides mixtes. Traitement de consolidation, vous avez les amébicides de contact. Donc, ils vont éliminer. Consolidation, c'est-à-dire qu'on a déjà attaqué les amibes au niveau des tissus, c'est bon, ils sont tués. Maintenant, consolidation, il faut éliminer, il ne faut pas laisser de parasites au niveau du tissu, donc du tube digestif, il faut les éliminer du corps. Maintenant, chez les porteurs asymptomatiques, il suffit de donner les amébicides de contact. Il faut seulement éliminer les amibes au niveau de l'intestin. La localisation extra-intestinale, et on parle de l'amébose hépatique le plus fréquemment, ça sera, vous avez donc deux schémas. Vous avez soit un abcès qui n'est pas encore collecté, on dit le stade non collecté, ou bien un abcès collecté. Donc, le stade non collecté, vous avez le même schéma que la dysentérie amibienne. Vous avez une cure d'attaque suivie d'une cure de consolidation. Donc l'abcès collecté, il faut faire le drainage chirurgical, c'est-à-dire il faut vider donc cet abcès donc, de ce pus et donc associer la chirurgie au traitement médical. Donc, le dernier point en parasitos, c'est la prévention. La prévention, on parle aussi de prophylaxie. Donc, c'est des maladies qu'on les appelle les maladies du péril fécal. Donc, du péril fécal. Ici, j'ai oublié le L. Donc, c'est du péril fécal. P-E-R-I-L. Donc, du péril fécal, c'est-à-dire elle se propage par l'intermédiaire des selles. D'accord? Il faut se baser sur deux points. Donc, là, la prévention ou bien la prophylaxie collective qui touche l'ensemble de l'environnement. Vous avez individuel, c'est-à-dire chaque sujet
va prendre ses règles d'hygiène pour éviter de tomber malade. D'accord? Donc, vous avez la collective, c'est par le traitement des porteurs asymptomatiques. Il faut faire des examens donc, pour la recherche de ces sujets porteurs. D'accord? Et il faut les traiter. Donc, traiter et éliminer les parasites parce qu'ils sont source de contamination de l'environnement. Aussi, il faut améliorer l'approvisionnement en eau. Donc, éviter d'avoir donc des approvisionnements en eau plus proches des égouts. D'accord? Aussi, éviter d'utiliser les engrais humains. Donc, l'engrais humain, surtout dans l'arrosage donc, des agricultures. D'accord? Des agricultures. Donc, individuel, on a parlé donc de les règles d'hygiène qu'il faut respecter donc personnellement. Donc, chaque personne va suivre ces règles, bien se laver les mains avant de manger, bien bouillir l'eau pour donc éliminer tout ce qui est parasites ou bien même microbes. Donc, tous les microbes vont être éliminés en bouillant l'eau et bien laver les fruits et les légumes qui vont être mangés de façon crue. Et comme ça, on va éviter cette maladie. Maintenant, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je suis à votre disposition avant de terminer cette conversation. C'est bon ou je répète? Je m'excuse parce que j'ai pas vu le dernier message. Vous pouvez répéter ce diapo. Quel diapo? Le numéro de la diapo, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me répondre? S'il vous plaît, je vous attends. La personne qui a posé la question en premier, elle peut laisser donc son micro, donc elle peut activer son micro et parler. Je suis à votre entente. Allez-y. C'est bon? Shafa, je crois. C'est Shafa Bel'Eid Myriam. Shafa Bel'Eid Myriam. C'est M. Avant de terminer, s'il vous plaît, je vous pose la question. Quel est le numéro de la diapo? Comme ça, je peux répéter. C'est bon? Oui. Du corps humain. Je vous ai dit, dans ce que j'ai répété, donc le diapo du corps humain, d'accord. Donc le diapo du corps humain, mais les autres diapos, c'était bien compris? Est-ce que je répète que le cycle? Parce que si on va répéter le cycle et les autres, donc ça va vous prendre plein de temps. Donc on va répéter tout le cours. Uhum. Que le cycle, d'accord. Donc je vais revenir au cycle. Celle-là. S'il vous plaît, vous pouvez débloquer votre micro, mademoiselle Shafa Ablaïd.
faut débloquer votre micro et Oui. parler directement avec moi. Oui. Oui. Oui, madame. Donc, est-ce que vous avez entendu tous les diapos? Il vous reste que celle-là que pour la comprendre. Oui. Le reste, c'est bon. Oui. D'accord. Donc, on va reprendre cette diapo. Donc, c'est bon. Donc, j'ai dit, le cycle évolutif, il est très important. Il faut connaître les voies d'entrée et les voies de sortie. Donc, vous avez déjà fait comme introduction la voie d'entrée qui est très importante. Donc, cette voie, donc, comment le parasite va s'introduire dans le corps. La voie d'introduction, elle est très importante pour la prévention et pour l'infestation, pour connaître comment on peut s'infester. Donc, la voie de sortie, elle est très importante pour connaître ici, c'est la prévention collective et aussi le diagnostic. La voie d'entrée, c'est pour la prévention individuelle et aussi connaître comment s'infester. C'est pour éviter, d'accord? Donc, on a dit, le sujet s'infeste. Donc, vous avez ici deux schémas. Donc, vous avez le corps humain ici. Ici, c'est une partie du corps humain, d'accord? On a parlé donc, pour l'amébose, de deux cycles, d'accord? Un cycle normal et un cycle anormal. Regardez pour la planche du corps humain. Vous avez le A, tout ce qui est en jaune, d'accord, les numéros en jaune. Le B, ce qui est en mauve, d'accord. Et le C, donc ce qui est en rouge, d'accord. Le A, regardez, c'est mentionné en anglais. Non-invasive colonisation. Non-invasive colonisation. C'est-à-dire que c'est un sujet qui héberge le parasite, il n'a pas de signe clinique, d'accord? Deuxième B, c'est intestinal disease. Intestinal disease, c'est-à-dire c'est l'amébose maladie. Disease, c'est maladie, d'accord? C, c'est extra-intestinal disease, c'est-à-dire c'est l'amébose extra-intestinale. D'accord? Il faut suivre tout ce qui est jaune. Au début, c'est le cycle infestation. Cycle infestation. Donc, pas de maladie, pas de symptômes. D'accord? Un sujet qui est porteur. Il va s'infester par la présence donc, de kystes matures à 4 noyaux au niveau des, on a dit des crudités ou bien de l'eau souillée. Donc, se retrouvant au niveau de l'estomac avec le suc gastrique qui va dégrader la paroi épaisse, vous allez avoir la sortie ici. Regardez, paroi épaisse après dégradation, il va y avoir une amibe à 4 noyaux avec une paroi fine. L'amibe à 4 noyaux, elle va, donc on a dit chaque noyau va donner 2 noyaux. Donc si on va multiplier par 2, vous aurez une amibe à 8 noyaux. Donc vous avez 8 noyaux à l'intérieur. Donc chaque noyau va prendre un cytoplasme et va donner, donc après, donc s'extérioriser, va vous donner donc des amibes, des petits amibes. Donc vous avez 8 amibes qu'on les appelle amibules. Petits amibes, amibules. D'accord? Donc chaque amibe va s'agrandir un petit peu et va vous donner l'amibe Entamoeba histolytica minuta. Amibe Entamoeba histolytica minuta. Regardez le 1 en vert, c'est l'infestation. Après la sortie, vous donnez une amibe à 4 noyaux. Le 3, regardez, c'est les petits amibes qui vont s'agrandir. Voilà, le 3 et 3 va vous donner amibe Entamoeba histolytica type minuta. Regardez au niveau de son type digestif où elles vont se retrouver 3. 3, c'est au niveau du côlon, d'accord? Donc, vous avez au niveau du côlon, ici, et elles vont migrer avec le transit. Au cours de leur migration, elles se transforment ici en kyste. D'accord? Minuta peut se transformer en kyste. Ou bien elle peut être éliminée. Donc, on élimine avec les selles, comme elle est. Donc, Minuta, d'accord?
mais elle se transforme ici en kyste. Kyste immature à un noyau, kyste immature à 2 noyaux, kyste immature à 3 noyaux, jusqu'à avoir un kyste mature à 4 noyaux. D'accord? Ce dernier qui est éliminé dans les selles, donc le 4, il est éliminé, il est dans les tubes digestifs ici, dans le côlon, va être éliminé avec les selles, il va souillir l'environnement. Donc les fesses ici, fesses, c'est-à-dire les selles. Donc c'est la présence ici dans l'environnement. Donc infective stage, donc le kyste, regardez ici au niveau du kyste, vous avez le F et le D. Donc F, c'est-à-dire infective stage, c'est-à-dire le stade qui va infecter, c'est-à-dire la forme infestante. Elle est là, ici. Regardez le 1 en vert. C'est le F, c'est-à-dire c'est une forme infestante qui va infester le sujet. Et le D, c'est-à-dire diagnostic stage, c'est-à-dire c'est le stade de diagnostic, c'est-à-dire c'est la forme sur laquelle on peut poser le diagnostic, d'accord? Si on va la retrouver au niveau des selles, d'accord? Le D aussi, tout ça, on peut le retrouver. Là, le trophozoïde même, c'est mentionné D, c'est-à-dire on peut poser le diagnostic sur cette forme. Maintenant, on passe, ça c'est pour boucler le cycle, d'accord? Boucler le cycle, vous allez une forme infestante qui est éliminée ici dans les selles et on va faire fermer le cycle de l'amébose infestation. Donc c'est un sujet porteur, d'accord? Cycle de l'amébose infestation, pas de forme invasive. Maintenant, pour la forme invasive, ça sera presque les mêmes stades. Donc kyste, amibe à 4 noyaux, amibe à 8 noyaux, petit amibe et amébule, on les appelle les amébules, et après vous avez minuta, la forme minuta. Cette forme ici 3, regardez en mauve, elle va se transformer en fonction de quelques facteurs favorisants liés soit à l'homme malade, soit liés aux parasites. Regardez, elles vont se transformer en forme invasive, Entamoeba histolytica histolytica. Si cette forme, donc un minuta, elle se transforme en histolytica, l'histolytica ne va pas rester au niveau du tube digestif. Elle cherche donc à se nourrir. Mais celle-là, elle a besoin de sang. Donc, forcément, elle va creuser au niveau de la paroi intestinale. Donc, si elle creuse au niveau de la paroi intestinale, elle s'introduit dans le tissu intestinal. Ici, elle va trouver donc les petits vaisseaux sanguins. Elle va creuser jusqu'à faire saigner cette paroi et elle se nourrit de sang. C'est pour cela on dit elle est hématophage et à l'intérieur de laquelle on va trouver des hématies digérées. Donc après, ces hématies, donc on est dans la phase ici intestinale aiguë. Donc c'est la phase infestation. Ces dernières, elles vont soit rester au niveau de la paroi intestinale, soit après s'extérioriser et se retrouvant dans le tube digestif. On a dit cette dernière, elle ne s'enkyste jamais. Elle se transforme en forme minuta et la forme minuta se transforme en kyste. D'accord? Pour continuer ici la vie de ce parasite. Et le kyste va coloniser l'environnement et va parasiter. D'accord? Et au niveau des selles, on peut trouver les trois formes. Le kyste, la forme minuta et la forme histolytica. Après, donc avec le transit, on va les retrouver dans les selles. C'est pour faciliter le diagnostic. Si on ne va pas les retrouver, comment on peut poser le diagnostic? Maintenant, le stade C, c'est toujours dans l'infestation, mais c'est un stade très évolué, c'est-à-dire elle est maintenant intestinale, elle est dans l'intestin. Si le sujet il est très affaibli, très dénutri, donc elle peut passer dans ses tissus. Donc elle passe cette barrière intestinale par voie sanguine ou par contiguïté, elle peut passer vers les tissus. Le premier tissu, on a parlé, donc, qui est touché, c'est le foie. Après, passer vers le poumon ou bien la circulation sanguine peut le retrouver dans tous les organes, y compris le cerveau. C'est bon? Voilà donc le schéma en face. Ça facilite de connaître. Donc, kyste résistant, 4 noyaux, amibe à 4, amibe à 8, les amébules, après Entamoeba histolytica minuta, parce que ces amébules vont agrandir, et
Les amibules, après, qu'est-ce qu'elles vont? Elles vont rester dans les tissus, et après, elles vont se transformer en kystes ou bien être éliminées sous cette forme. D'accord? Vous trouvez dans les selles les kystes et l'amibe minuta chez les sujets qui ont une amybose infestation. Regardez vers le haut, amybose infestation. Maintenant, pour les sujets qui ont une amébose maladie, regardez, cette entaméba histolytica type minuta, elle se transforme en entaméba histolytica histolytica. Cette dernière, elle a besoin de sang, elle est obligée de creuser au niveau de la paroi intestinale, soit elle reste in situ au niveau des tissus, après elle s'extériorise, soit on va la retrouver au niveau des selles, avec le kyste et la forme minuta. Vous avez chez les sujets qui ont la forme aiguë, d'accord? Soit elle peut passer par la voie sanguine ou la contivité vers les tissus, le poumon, le foie, le premier, oui, le poumon et le reste des tissus. C'est compris? C'est bon? J'attends une réponse. Je vous remercie aussi pour votre attention. Et si vous avez autre question, j'attends. Sinon, on terminera la séance. On va lever la séance. Donc, je vous en prie. Donc, Allô? oui. Madame, s'il vous plaît, j'ai une question. Comment? S'il vous plaît, j'ai une question. Oui, oui, posez votre question. Madame, s'il vous plaît, quelles Oui, sont les formes qui peuvent être trouvées dans l'amybiose intestinale aiguë oui. et l'amybiose intestinale chronique? L'amybose intestinale chronique post-amibienne. Oui, J'ai dit les complications. Donc, oui. l'amybose intestinale aiguë. Donc, le sujet qui a une dysentérie amibienne. Vous allez trouver la forme Entamoeba histolytica, Entamoeba histolytica minuta et le kyste. Pour l'amébose intestinale chronique post-amibienne, celle-là, on ne va pas trouver de parasites. D'accord? Parce que c'est une forme due à l'inflammation. Donc, un sujet qui a une amébose intestinale, vous avez donc un grattage au niveau de sa paroi. Donc, vous avez une inflammation. Après guérison, vous allez donc, ces endroits, on a donc une cicatrice, c'est de la fibrose. Et vous avez une surface d'absorption qui est diminuée. Si on dit surface d'absorption, c'est-à-dire qu'il n'a pas de villosité intestinale à ce niveau, pardon. D'accord? Donc, il va souffrir des conséquences de l'amébose intestinale aiguë. Donc, pas de parasites. Donc, les diagnostics, l'examen parasitologique des selles est négatif pour la recherche de parasites. D'accord? C'est bon? D'accord, madame, c'est bon. Merci énormément. Je vous en prie. Si vous avez autre question. Donc, je vous dis donc bon courage. Oui, une autre question. Je vous en prie. Donc, on se voit pour le prochain cours. Donc, demain, vous avez un cours avec Dr. Bemeddah. Et pour les prochains cours, j'espère que ça ira, Inch'Allah. Et on se voit peut-être pour les TP. Ya Rabbi. Bon courage.